Alors bonjour à tous. Donc Émile et moi on représente le laboratoire de l'ANSES à Malzéville, qui est un laboratoire de la rage et de la faune sauvage. Historiquement c'est un laboratoire qui a été implanté en Lorraine pour participer à l'éradication du virus de la rage chez les renards roux. On continue toujours de travailler sur la rage avec d'autres thématiques comme sauvage, notamment les maladies activiques, les épinococoses. Un peu plus récemment, on s'est aussi impliqué dans le SARS-CoV-2 et les coronavirus. Donc on va vous présenter un bilan de l'épidémie-surveillance de la rage des chauves-souris en France métropolitaine sur une période de 20 ans qui correspond grosso modo 20 années, c'est l'époque à laquelle le réseau s'est renforcé pour la surveillance chez les chauves-souris. Alors notre réseau, en fait, ça fait intervenir une multitude d'acteurs pour nous faire remonter des cadavres de mammifères supposés potentiellement infectés par le virus de la rage. Donc ça implique les particuliers, les vétérinaires, les services vétérinaires. Puis pour ce qui est des chirurgs, on a un partenariat avec la CFPM et puis tous les chirurgologues bénévoles, les centres de soins aussi qui contribuent à faire vivre ce réseau. Alors c'est basé sur quoi? C'est basé sur la collecte de tous les cadavres qu'on peut retrouver, des animaux mordeurs potentiellement qui ont été euthanasiés, des chiens-chats par exemple, qui sont suspects de rage, on va dire, et qui ont potentiellement contaminé un homme. Donc le réseau est basé, comme je vous le disais, sur une participation active des acteurs locaux et régionaux. Et donc on a deux cas de figure, soit on a des animaux où il n'y a pas de contamination humaine suspectée à ce moment-là, donc les cadavres sont envoyés chez nous à l'ANSES à Nancy. Si au contraire on a une suspicion de contamination par morsure, clôture ou le léchage de blé, à ce moment-là les cadavres sont généralement orientés sur le Centre national de référence de la rage qui est à l'Institut Pasteur à Paris. Alors comment ça se passe? En fait, à partir des cadavres, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va faire l'autopsie de l'animal avec le système nerveux central de l'animal, qui va être notre matériel qui va nous permettre de rechercher le virus. Alors on a une batterie de méthodes qui sont utilisées. Alors plus communément, en première intention, on utilise ce qu'on appelle une technique d'immunofluorescence, où on va aller marquer l'antigène radique avec un conjugué fluorescent. On ne voit pas très bien, mais c'est l'image en haut à droite, qui vous fait une belle voie lactée vert fluo, qui est magnifique sous le microscope. Puis on a d'autres techniques, notamment l'isolement du virus sur culture cellulaire, et puis tout ce qui est technique de biologie nucléaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la COVID, qui va nous permettre d'être très sensibles pour la détection du virus, mais également pouvoir faire du typage, c'est-à-dire essayer de donner une carte d'identité au virus qu'on va isoler. Sur cette slide, c'est pour vous présenter l'évolution du nombre de chauves-souris qu'on a pu recevoir au cours de ces 20 dernières années. Donc sur ces 20 ans, on a reçu plus de 6000 chauves-souris, un peu partout en France. Donc ça a commencé timidement avec, on va dire même pas 100 chauves-souris reçues en 2001, et puis à force d'animation du réseau et de l'implication des bénévoles et puis des centres de soins, progressivement ce nombre a augmenté année après année. Aujourd'hui, on tourne environ à 400-600 chiroptères reçus chaque année. Alors on a des pics, comme là en 2019 par exemple, on en a reçu énormément. Ça correspond simplement à des centres de soins qui vident leurs congélateurs, qui stockent pendant un moment et qui nous envoient l'ensemble des chiroptères qui sont conservés sur 1, 2 ou 3 ans. Donc c'est un peu biaisé, mais voilà, on peut recevoir des gros arrivages comme ça en fin d'année généralement. Au niveau du diagramme, vous voyez qu'on a essayé de répartir les chiroptères par rapport aux résultats diagnostiques, à savoir un diagnostic négatif, positif ou non analysable. Alors les positifs, on n'en a pas beaucoup, on va tourner, je vais dire en moyenne 5 à 6 cas de rage sur chauve-souris annuellement. Alors on a des exceptions, comme il y a 2 ans, on en a eu 11. Sur le seul centre de Nancy, après sur l'Institut Pasteur, il y en a toujours un petit peu aussi. Donc ça reste vraiment une grande minorité. La plupart des résultats forcément sont négatifs, et puis ici vous voyez aussi qu'il y a des non analysables. Les non analysables, c'est simplement que c'est des chiro qui ont été retrouvés très longtemps après leur mort, qui sont généralement momifiés et dont on ne pourra absolument pas récupérer de matière cérébrale. Ou alors
c'est des cerveaux qui sont largement contaminés par des bactéries, ce qui nous donne des artefacts de lecture fluorescents qu'on pourrait prendre pour une antigène rabique, qui en fait c'était des sortes de bactéries, ça a la forme de colomboles fluorescents. Et donc du coup c'est ce qui nous permet ça ne nous permet pas justement de traiter le résultat de façon fiable, donc on préfère les mettre en analyse. Si on se penche sur la répartition des espèces, vous voyez qu'on reçoit de tout. Force est de constater que la pipistrelle est très très largement représentée. Je pense qu'on va tourner à peu près à 70-75% des espèces reçues sont des pipistrelles communes ou des pipistrelles espèces. Si on n'a pas pu faire la détermination, on a un peu de cul, de natusus. Derrière les pipistrelles, on a une belle proportion de sérotines communes qui est forcément une espèce d'intérêt pour nous parce que c'est celle qui est majoritairement trouvée infectée par le virus de la rage. Et puis après, on a vraiment des chiffres divers et variés en fonction des espèces et puis certaines qui sont vraiment sous-représentées, voire pas représentées du tout. Si on fait une petite répartition selon les origines géographiques, ça vient de partout en France. Toutes les régions participent, plus ou moins. Le Grand Est, très largement représenté, avec plus d'un tiers des chauves-souris qui viennent de la région du Grand Est. Après, on a une répartition qui est assez homogène, qui tourne autour de 5-8% sur la majorité des régions, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Haute-France, Occitanie, etc. On a deux petites exceptions qui sont la Corse et la région de PACA, où là, on n'a vraiment pas grand-chose. On a reçu 30 chauves-souris corse, par exemple, sur ces 20 ans, 96 pour la région de PACA. Donc inutile de dire que nous, on serait très très intéressés pour recevoir des chiro de ces endroits-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter, sachant que l'envoi des chiro, c'est supporté par l'ANSES. On organise le transport nous-mêmes. Vous n'avez pas à vous occuper que ce soit du conditionnement qu'on peut fournir gratuitement, mais aussi on supporte le coût de transport par un transporteur spécialisé. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des chiro dans vos projets. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans ces régions. Bon, là, c'est simplement pour faire une répartition annuelle de 2015 à 2020. Vous voyez que c'est assez homogène. On a toujours le Grand Est qui est fortement représenté, la façade ouest, la Bretagne également. Et on voit bien qu'année après année, au niveau PACA et Corse, par exemple, on n'a vraiment pas rien. Donc voilà, c'est la répartition géographique qui est assez homogène d'année en année. Alors ces 20 ans de surveillance, ça nous a permis de montrer que 3 espèces de chauves-souris ont été montrées infectées par le virus. La sérotine commune, comme je vous disais, qui est très très largement représentée, avec la majorité des cas, 107 en 2020. On a également le Vespertine latéraire, on a eu 2 cas, et le millésime de Schreiber, qui est beaucoup plus récent, en 2017-2020. Je pourrais même en rajouter une 4e espèce, puisque cette année, on a réussi à retrouver du virus anti-rabique sur une pipistrelle de Nafusus. Ça, c'était, je crois que c'était dans la donc voilà, on a 4 espèces aujourd'hui qui sont porteuses du virus de la rage. On a pu identifier 3 lissavirus distincts qui circulent dans les populations chauves-souris. Le BLV1, donc qui est associé étroitement avec la sérotine commune. C'est-à-dire que la majorité des cas de rage sont des BLV1, c'est-à-dire les 107 cas de BLV1, avec 2 variants A et B en fonction des zones géographiques. Le Bochelobacillus qui a été isolé sur les Vespertine latéraires, donc on a eu 2 cas en France, on a eu quelques cas en Europe, Kevin vous présentera peut-être, je ne sais plus. Et puis le plus récent, donc le Laïda-Bacillus sur le moteur de Schreiber. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le BLV, on en a 2, il y a le BLV1 et le BLV2. Le BLV2 est isolé plutôt chez les murins de Ganton et les murins des Marais. De façon étrange, on n'en a jamais isolé en France, alors que les pays frontaliers, notamment je pense au Royaume-Uni, les Pays-Bas, je pense aussi, l'Allemagne également, donc je pense que c'est plus l'absence de détection parce qu'on n'a pas forcément les bonnes espèces. Il est fort probable que le BLV2 soit quelque part en France et
reste à lui mettre la main dessus. Voilà, c'est simplement la répartition géographique des cas positifs. Donc forcément, on a une étroite relation entre cette carte-là et puis la carte qui montre la distribution des chauves-souris en fonction de leur origine. C'est-à-dire beaucoup de cas en Bretagne, dans le centre, la façade ouest, et puis forcément le Grand Est. Donc répartis selon le BLV1 A ou les sous-types du BLV1 A ou B. Et puis vous avez les trois cas particuliers que sont le LAISA et les deux bokeh. Et je vais passer la parole à Eugénie pour vous présenter les actualités. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter un petit peu effectivement les actualités, avec notamment ce qu'on a mis en évidence au niveau de l'Europe, chez les chauves-souris. Donc, tout d'abord, les chauves-souris sont le réservoir naturel de la majorité. Excusez-moi, je vois très mal. Je n'ai pas mes lunettes. Donc, les chauves-souris sont le réservoir naturel de la majorité des lysavirus. Il y a 17 espèces de virus ont été retrouvées chez les chauves-souris sur un total de 19 espèces qui ont pu être retrouvées sur la surface du globe. Donc les deux autres espèces, il s'agit d'une civette et un autre lysavirus qu'on retrouve en Afrique, pour lequel on n'a pas encore déterminé le réservoir, ce qui pourrait être le chien, la musarine, etc. Donc en Europe, parce que c'est là vraiment que ça nous intéresse, il y a donc 6 espèces de lysavirus qui ont été isolées parmi la population des caractères. Alors j'ai plutôt arrivé ici tout d'abord. Donc chaque espèce de lysavirus semble être associée avec une chauve-souris, à l'exception d'une espèce de chauve-souris qui semble être associée avec 2 virus. Donc, tout d'abord, je vais un petit peu vous parler du virus qu'on retrouve communément partout en Europe et également en France, comme vous disait Alexandre. Il s'agit du virus de BLV1 ou du European Bat Lysavirus type 1. Celui-ci, c'est un virus qui est prédominant parce que parmi les 1331 cas qui avaient été reportés dans tous les pays, parce que, si vous voulez, chaque année, nous soumettons chaque pays à un centre de référence qui se trouve en Allemagne, donc nous soumettons tous nos cas. Et après, donc, au niveau de ce site qui est public, tout le monde peut y avoir accès. Il s'appelle Revis Bulletin Europe, si vous voulez y accéder. Et donc là, en fait, on a la possibilité de pouvoir extraire les données, aussi bien sous format d'Excel que sous format carte. Et donc là, on retrouve que depuis 1977, donc à la suite du tout premier cas qui a eu lieu en 1954, en fait, le tout premier cas des virus de BLV1 a eu lieu en 1954, en Yougoslavie. Donc de 1977 à 2020, ils ont identifié dans toute l'Europe 1331 cas, avec la prédominance justement sur les sérotypes, 95% des cas. Donc le BLV1, on le retrouve dans tous les pays, que ce soit la France, l'Allemagne, la Suisse, le Pays-Bas, le Danemark, et très récemment, donc ma carte n'est pas vraiment au jour, mais très récemment, à partir de 2018, alors que de façon classique, le Royaume-Uni ne mettait en évidence que le virus BLV2, donc là, comme vous pouvez voir sur l'image qui se retrouve en bas à droite, le virus BLV2 qui est isolé dans 39 cas, donc 0 en France. Donc très récemment, le Royaume-Uni a mis en évidence 7 cas du virus BLV1, donc chez les sérotypes également, donc sur leur territoire. Ils ont également mis en évidence une pipistrelle pygmée qui a été montrée infectée par un lysavirus, mais malheureusement ils n'ont pas pu procéder au typage, et donc en fait on n'a aucune indication sur le type de virus. Ensuite, donc, parmi les 4 autres lysavirus que je n'ai pas encore parlé, en sachant que, comme je vous disais, le BLV1 serait associé à la sérotype commune, le Dobaton, lui, serait associé avec le virus BLV2, le Nateraire, lui, est associé avec le virus Bokeh-Lysavirus, et on a isolé depuis 2010, date du premier isolement, on a identifié une dizaine de cas de BLV, donc dans 3 pays, c'était la Pologne, l'Allemagne ainsi que la France, 2 cas en France. Et après, une chose, un fait un petit peu intriguant, il s'agit du minoritaire de Schreiber,
Lui, par contre, il a été montré infecté en 2 occasions. Deux fois avec le virus Leda-Bacillus. La première fois, il a été isolé en Espagne en 2011, et 6 ans après, on l'a retrouvé chez nous en France. Et il y a eu quand même une distance de 700 km entre le premier cas et le deuxième cas. Alors, une autre, comme je vous disais, je ne vais pas revenir toujours sur le myocarde de Schroeder. Le myocarde de Schroeder, lui, il avait été montré infecté. Le tout premier isolement de l'histavirus remonte en 2002. Il s'agissait donc d'un cas qui avait été répertorié donc, dans le sud de la Russie, dans le Caucase, et en fonction de comment on se plaçait, on disait qu'une fois c'est parti d'Europe, on faisait la partie d'Europe. Donc des fois, on pouvait très bien ne pas l'identifier comme étant un cas européen. Mais nonobstant, ce virus WCDV a franchi la barrière d'espèce il y a 2 ans de ça chez un chat, mais je vais en revenir un petit peu plus longuement. Sinon, le dernier virus qui a été isolé en Europe, c'est en 2018, donc assez récemment quand même. Il s'agit du virus Cotalactibacillus qui a été isolé en une seule occasion en Finlande, chez un millionnaire de Nantes, un murin de Nantes. Donc, juste pour résumer, et là je reviens sur mon autre diapositive. Donc vous pouvez voir que la distribution des cadrages sur chauves-souris, il y en a partout, donc, dans toute l'Europe, donc dans tous les pays qui ont monté un programme d'épidémie-surveillance sur la rage des chauves-souris. On a souvent tendance à dire on cherche, donc on trouve. Et donc des faits qui sont un petit peu marquants entre 2018 et 2020 ont eu lieu spécifiquement au Royaume-Uni, en Allemagne, ainsi que chez nous en France. Donc, comme vous disait Alexandre, cette année, on a mis en évidence une pupistrelle de Nabusus qui a été montrée infectée par un virus BLV1. Donc il s'est avéré que ce virus BLV1, après avoir fait des analyses phylogénétiques, on a démontré que le virus était très proche d'un virus BLV1 variant A, originaire du Danemark, voire des Pays-Bas. Les autres faits marquants sont au Royaume-Uni, donc cette pupistrelle pygmée qui a été montrée infectée par un lysavirus qui n'a pas été identifié, mais pour lequel clairement le diagnostic de première intention, l'immunofluorescence, était clairement positif. Et récemment en Allemagne, vous pouvez voir également la cartographie de l'Allemagne, où vous voyez que le BLV1 est présent sur tous les territoires. Surtout les Nantes, on appelle ça les Nantes en Allemagne. Et donc récemment, ils ont mis en évidence également 2 cas de virus de BLV1A chez 2 pupistrelles communes. Voilà. J'attendrai. Donc la situation de la rage est déjà complexe, mais alors là, c'est encore plus complexe. Donc le risque de franchissement de la barrière d'espèce est très faible, mais néanmoins, il existe. Il a quand même provoqué malheureusement 5 cas de mortalité humaine. Il a également franchi la barrière d'espèce en peu de fois, mais quand même ça s'est avéré chez des moutons, une fouine et des chats. Donc je vais en revenir sur les chats et sur l'homme. Alors le fait le plus dramatique a eu lieu en 2019, car pour la première fois une personne est décédée de la rage des chauves-souris dans notre pays. Il s'agit d'une personne qui n'était pas un carotérologue. C'était une personne qui aimait les chauves-souris, voilà. Probablement qui était en contact avec une chauve-souris et qui a été mordue au moins à une occasion. Cette personne ne l'ayant jamais dit. Elle a été admise dans un hôpital. Malheureusement, elle en est morte. Le diagnostic a été relativement compliqué parce qu'elle est morte d'une encéphalomyélite, cause non lucidée. Et donc 1 an après, dans le cadre d'une étude rétrospective menée par l'Institut Pasteur, ils ont mis en évidence que cette personne était décédée d'un lysavirus. Voilà. L'autre cas qui a été décrit concerne le chat, c'est ce chat en Italie, qui a été montré infecté par un lysavirus WCDV. Donc, juste pour la petite anecdote, c'est qu'on n'a jamais mis en évidence le WCDV parmi la population des chiroptères, à l'exception de ce cas dans le Caucase. Et donc, ce chat, après avoir montré des signes cliniques, après qu'il ait mordu 5 personnes, a été montré positif.
Donc il s'est avéré que l'origine n'est pas connue. Ils estiment, parce qu'ils ont mis, alors ils ont fait des enquêtes, des prospections de colonies à 2000 hectares de Schreiber. Ils ont identifié une colonie qui est à proximité immédiate de l'endroit où était hébergé ce chat. Et donc ils ont capturé en relâchant de capture définitive. Et donc ils n'ont jamais pu mettre en évidence le virus. Parmi les écouvillons oropharyngés qu'ils avaient fait des prélèvements chez les chauves-souris. Mais nonobstant, ils ont quand même mis en évidence des anticorps. Donc ils suspectent que l'origine proviendrait de cette colonie. Donc sinon, juste pour la petite histoire, ce chat n'était jamais parti, il me semble, de l'Italie. Voilà, c'était un chat à propriétaire. Sinon, il me reste 2 minutes, et donc du coup, je vais en profiter pendant ces 2 minutes pour remercier donc tout le réseau, ainsi que les coordonnateurs régionaux, donc les bénévoles, les chiroptérologues, les centres de soins de la faune sauvage, les vétérinaires, les services vétérinaires départementaux, le plan national d'action des chauves-souris, en particulier les Viorec, mon confrère à l'Institut Pasteur de Paris, Laurent Delchine-Ardebourg, le ministère de l'écologie et du développement durable, la direction générale de l'alimentation, ainsi que tous nos collègues de l'ANSES. Merci pour votre attention. En Italie, sur les cartes, l'Italie est toujours blanche, mis à part le chat. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de recherche des virus de la rage sur les chauves-souris italiennes par les chiroptérologues, ou alors une absence de transmission de données. Il me semble qu'ils reçoivent peu de cadavres de chauves-souris dans le cadre de leur programme de surveillance. Il n'y a pas un réseau structuré comme le nôtre, en fait, ce qui fait qu'ils ont accès à très peu d'individus, et donc il y en a, mais c'est souvent. Oui, Christophe, ouais. J'ai cru voir dans la présentation que la colonie où la personne est morte, l'accès a été bouché. Est-ce que l'accès de la colonie en question par rapport au décès humain en France a été bouché? Et je voulais savoir si vous aviez d'autres éléments sur Moselle, famille sur Moselle, ça a avoir été jusqu'à 4 décès. On avait réussi à conserver les colonies, on avait montré qu'on pouvait faire des études, que c'était pour les servir plutôt que de les détruire, et pouvait aussi limiter potentiellement la dislocation de la colonie et dispersion du virus. Alors, merci Christophe pour la question. C'est un peu compliqué dans le sens que donc, ces éléments d'information, moi je les ai récupérés à partir donc, de la publication qui est disponible en accès libre, il me semble. Alors par contre, donc, des éléments d'information que nous on avait pu avoir, donc il faut quand même savoir que cette personne qui est décédée, elle est décédée 1 an avant qu'on ait pu mettre en évidence qu'elle était morte de rage. Il s'est avéré que c'est pas réellement que la colonie, qu'il n'y avait plus d'accès à la colonie, en fait il n'y a plus d'accès totalement à la maison, car lorsque cette personne est décédée, sa famille a changé de lieu d'habitation, donc ils ont fermé en fait la maison. Il s'est avéré que donc avant que la personne décède, elle avait procédé à des réparations parce qu'effectivement donc il y avait des présences de chauves-souris et ils avaient réparé un bardage, le bardage. Après, on n'a pas d'autres éléments d'information si la colonie était présente, mais par contre, au moment où on a su que cette personne était décédée de la rage, ils sont allés regarder dans la maison pour voir s'il y avait encore présence des chauves-souris, et en fait, il n'y avait plus de chauves-souris dans la maison. Donc en fait, on n'a pas d'autres éléments d'information.